Une émission qui verdoie vos salons, vos chambres. Et ce soir, nous allons inviter un habitué de la maison. Il s'agit de M. Jean-Marie Bolika, Urovien, d'une mission dans la province orientale. Et après avoir parlé de cette actualité sur le terrain, nous parlons également du moratoire juste après ces transitions. Engagé dans les questions écologiques, Jean-Marie Bolika Lokumbo est un homme marié et père de 5 enfants. Il est actuellement chef de projet renforcement des capacités de la société civile environnementale SCARPS au Fonds mondial pour la nature WWF RDC. Capable de travailler dans les environnements multiculturels et sous pression avec une forte détermination dans la défense des droits des communautés locales et autochtones, Jean-Marie Bolika est détenteur d'un master en gestion et droit de l'entreprise. Sa passion pour la nature, née de sa participation au Forum social mondial à Nairobi avec le réseau des jeunes verts mondiaux en 2007, l'a amené à suivre plusieurs formations et entrer à l'environnement, notamment celle sur l'amélioration de la gouvernance forestière à l'université de Wolverhampton en Angleterre en 2012. Délégué de la société civile environnementale pendant les 5 missions effectuées par l'ONU-RED et FCPF à Kinshasa de 2009 à 2010, il a également participé à plusieurs ateliers de formation sur l'initiative pour la transparence dans les industries extractives organisé le réseau Ressources naturelles avec l'appui du GIZ à Kinshasa. Bénéficiaire d'un stage sur les 50 ans de gestion de ressources naturelles de la RDC à Bruxelles en 2010, Jean-Marie Bolika Lokumbo est un environnementaliste chevronné. Il a eu à occuper plusieurs postes dans le domaine de l'écologie, dont celui du chargé de plaidoyer du réseau ressources naturelles à Kinshasa et chef du projet gouvernance et transparence dans le secteur forestier avec l'appui de Global Witness. Monsieur Jean-Marie Bolika, bonjour et merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Bébiche, merci beaucoup. Troisième invitation, troisième passage sur écran vert. Vous avez fait 10 jours dans la province orientale pour dire que vous étiez en dehors de la capitale. Qu'est-ce que vous amenez dans la province orientale? Qu'est-ce que vous allez faire et qu'est-ce que vous avez constaté? Parce que nous savons que vous militez aussi pour la gouvernance forestière. Merci beaucoup. Je suis parti en province orientale du 14 au 25 septembre pour essayer de suivre les activités des ONG à qui nous appuyons dans le cadre du projet société civile que j'anime, je coordonne au WWF, mais aussi essayer de savoir si les entreprises forestières qui sont établies en province orientale respectent la réglementation en vigueur. Quand je parle de respecter la réglementation, je fais allusion à la question de savoir si ces entreprises-là payent les obligations, respectent les obligations fiscales vis-à-vis de l'État congolais, et si ces entreprises-là aussi respectent les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis des communautés forestières, notamment sur les questions de coûts sociaux. Quel est le constat qui se dégage? Pardon? Le constat qui se dégage? Le constat, je dirais que un constat sur le plan de la redevance, des paiements de la redevance forestière. Certaines entreprises payent et d'autres jusque-là n'ont pas encore payé. Pourquoi? Pour l'exercice 2014. C'est la question que moi aussi je me suis posée. Mais aussi, il y a, tel que la redevance forestière a été instaurée comme taxe, la répartition, elle est sur les 100% de la redevance. Il y a 60% qui restent à Kinshasa, 40% en province, et si les 40%, 25% pour la province et 15% pour le territoire où on a extrait la matière. Mais le constat, c'est que les 15% des territoires, là je veux parler du cas de Bafouassende, je prends le cas de Bafouassende où la société Côte-Trefort est établie, la société Côte-Trefort a payé sa redevance forestière, mais jusque-là, la part qui est dédiée au territoire de Bafouassende, jusque-là n'est pas encore arrivée. Alors ça c'est la responsabilité de l'État. La part n'est pas encore arrivée, c'est situé à quel niveau? Ça c'est la question que je me pose. Est-ce que c'est au niveau de Kinshasa? Est-ce que c'est au niveau de la province?
Parce que le territoire... Et il faudra aussi savoir, est-ce que la province a eu sa part? Oui, mais elle est perçue aujourd'hui, cette redevance-là est perçue au niveau de la province. C'est la province qui perçoit aujourd'hui. Au niveau de la province, donc il y a un problème au niveau provincial. Oui, on le paye au niveau de la province. Et le niveau central, les trésors publics, retire ses 60%. Et les 40 qui restent, les 15... Ce n'est pas le montant global qui vient d'abord à Kinshasa pour Kinshasa qui retourne? Non, parce que il y avait eu un grand débat sur cette redevance par le passé, mais aujourd'hui, c'est la province qui perçoit. Donc si c'est la province qui perçoit, et que si on les répartit, je me demande pourquoi ça doit poser problème. Parce que c'est quand même de l'argent, c'est un peu consistant. Si vous prenez seulement l'argent que la société Cotrefort a payé à la date d'aujourd'hui, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, c'est-à-dire? Oui, le plus grand nombre commence par 2. Oui, c'est déjà plus de 2. C'est déjà beaucoup d'argent. Donc, la société, le territoire de Bafoussende allait, pour l'exercice 2014 seulement, et il allait avoir pas moins de 10 000 $. Si vous prenez ces mots, si elle gagne 10 000 $, on peut réhabiliter une école. On peut acheter des tôles et réhabiliter. Donc on parlait de la réhabilitation des écoles, construire les routes, même les centres de santé. Donc c'est pour dire que les clauses sociales ne sont pas respectées. Oui, certaines entreprises ne respectent pas les clauses sociales. Et c'est la population qui en souffre. Oui, et d'autres font un très bon travail. Si j'allais amener mes images, vous allez vous rendre compte, vous allez voir que certaines entreprises font un très bon travail et d'autres ne le font pas. Et ceux-là qui ne font rien, ils ne sont pas sanctionnés, on le regarde comme ça? Oui, ça c'est la responsabilité de l'État. C'est l'État qui devait sanctionner les entreprises qui ne respectent pas. La responsabilité de l'État, vous êtes activiste de la société civile, vous travaillez également en collaboration avec le ministère de l'Environnement. Donc, si vous revenez du terrain, vous revenez d'une mission, vous avez aussi l'obligation de proposer aussi des pistes, n'est-ce pas? Bien sûr. Je crois que là encore, vous venez de me rappeler quelque chose que le VVF va bientôt faire. Le VVF va publier son rapport 2012 sur l'observation des clauses sociales, 2013 sur l'observation des clauses sociales, et il est en train de rédiger maintenant le 2014 où on va soulever toutes ces questions. Toutes ces questions seront soulevées et ces rapports-là seront mis à la disposition du ministère de l'Environnement, du gouvernement congolais, pour qu'ils puissent décider sur le sort des entreprises qui ne respectent pas les clauses. Alors, le sujet phare qui nous réunit sur ce plateau ce soir, c'est le moratoire. La levée, est-ce possible? Et je ne dirais pas que je suis contre la levée du moratoire. Je ne dis pas ça. Et je ne dirais pas que je suis pour maintenant. Parce que le problème, c'est quoi? Vous n'êtes ni pour ni contre. Non, mais laissez-moi argumenter d'abord la question. Pourquoi on ne veut pas aujourd'hui lever le moratoire? Normalement, les dispositions qui étaient prises par les gouvernements, partant du décret 05, barre 116 du 24 octobre 2005 du président de la République, avaient décrit les conditions de la levée du moratoire. C'était d'abord cette question il disait qu'il fallait publier les résultats définitifs du processus de conversion. Ça, c'est le processus, la publication des résultats du processus de conversion des titres forestiers en contrat de concession forestière était déjà publié en 2009. Le ministre de l'époque avait tenu une conférence de presse le 19 janvier 2009 pour clôturer la revue légale des titres. Et là, on est parti de 156 titres à 80 titres convertibles. Et sur les 80 titres convertibles, je vais vous épargner toutes les tralala par rapport à tout ce qu'il a fait, parce que on est parti, le ministre avait publié plutôt 65 titres convertibles, et après, sur décision du gouvernement,
Et combien sur base des 15 titres qui faisaient l'objet des recommandations de la commission interministérielle, on est parti de 65 à 80. Et aujourd'hui, le 16e titre, parce que ce n'était pas 15, c'était 16. Le 16e titre qui faisait partie des recommandations est aussi reconverti aujourd'hui. Ce titre-là se trouve dans le territoire de Inongo. On est parti de 156 à 81 titres forestiers. Et à part les 81 titres forestiers, à la situation actuelle, il y a 17 titres forestiers qui ont été rendus à l'État par les entreprises. Et si les 51, sur la liste, il y a aujourd'hui 57 concessions forestières, 57 concessions forestières qui ont signé l'accord, qui ont signé l'accord avec le gouvernement. Donc, ces 57 concessions forestières sont converties aujourd'hui en contrat de concession forestière. À part ça, sur l'ensemble des titres, il n'y a que 21 concessions forestières qui sont opérationnelles. Là, il y a un problème sérieux. Donc, si nous avons 80 titres, ou 81 titres, et que nous avons seulement 21 concessions forestières qui sont opérationnelles, ça veut dire que le reste, ça fait même pas la moitié. 60 aujourd'hui ne sont pas opérationnels, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas exploités. Si les 60 ne sont pas exploités, comment allons-nous relever le moratoire pendant que 60 titres forestiers se trouvent entre les mains des entreprises et qui ne sont pas exploités? Ça qu'il y a un problème. Et d'abord, la toute première question qui devait être posée en abordant cette question du moratoire, quelles sont les raisons qui ont concouru au fait à cet arrêté? Oui, les raisons c'était quoi? La réforme forestière a commencé en 2002 avec la venue du nouveau code forestier. Et on ne devait pas, bien qu'on a une concession, on a un nouveau code forestier, on ne devrait pas directement continuer à attribuer des concessions sans savoir qui détient les titres à cette période-là. Mais aussi le code forestier est venu après. Pardon? Le code forestier est venu après, donc on a publié après. Oui, le moratoire a été signé au mois de mai 2002, à l'arrêté du ministre. Mais il y a un problème, c'est que l'arrêté a été signé, le moratoire a été signé en 2002, au mois de mai 2002, 3 mois avant la publication du code forestier, mais cet arrêté-là n'a pas été publié dans le journal officiel. Pourquoi? Donc l'arrêté a été publié en 2004. Mais pourquoi il n'avait pas été publié à l'époque dans le journal officiel? Je ne connais pas les raisons, mais c'est de la responsabilité du gouvernement. Et pendant cette période-là, on avait aussi attribué des concessions. Là, donc, il y a dysfonctionnement. Il y a eu dysfonctionnement. Et peut-être parce que parce qu'on sortait de la crise, du conflit, de la guerre qui était au Congo, mais on s'est posé la question de savoir pourquoi il y a un moratoire qui existait et pourquoi on a continué à attribuer des concessions forestières. Et c'est qui continue à attribuer ces concessions? C'est le même gouvernement. C'est le même ministre? Oui, c'était le même ministre. En contradiction d'abord avec la à son moratoire. Mais aussi... Là, c'était Salomon Banamouir. Oui, bon, mais je ne veux pas parler des individus parce que ce n'est pas la responsabilité de M. Salomon comme individu, c'est le gouvernement. C'est toute une équipe. Oui, il a agi comme un membre du gouvernement. Donc, je ne voulais pas parler d'individus. Je parle du gouvernement, donc de l'institution. Donc, il y a eu cette responsabilité-là où le moratoire est déjà décrété, mais en même temps, il y a l'attribution des titres. Mais en 2005, le président de la République avait renforcé ce moratoire-là par un décret qui conditionnait la levée de ce moratoire par la fin du processus de la levée légale. Or, la levée légale a pris fin en 2009. Il fallait, tel que le moratoire le disait, de manière consensuelle, déjà regarder comment on va attribuer les concessions en tenant compte, on devait de façon consensuelle. Quand je parle de consensuel, ça veut dire quoi? Si on parle de consensus dans le secteur forestier, c'est qu'on doit consulter différentes parties prenantes. Les 3 parties prenantes qui sont la société civile, le gouvernement les acteurs et le secteur privé. Ça, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait jusqu'à aujourd'hui. On ne le fait pas. Mais on s'est aussi posé la question pourquoi le processus de conversion ne s'arrête pas. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, ces processus-là continuent? Pourquoi ça continue? Mais c'est ça la question que moi je me pose aussi. Pourquoi ça continue? Pourquoi il y a seulement 57
contrats de concession forestière, alors qu'on devait avoir 81 contrats. On devait avoir 81 contrats. Bien entendu, on a rétrocédé les 17. Mais pourquoi ça traîne? Quels sont les pesanteurs? C'est ça la question qu'on se pose. J'espère que dans les coulisses, on apprend que nous apprenons que le ministre de l'Environnement va bientôt tenir une conférence de presse pour mettre fin au processus de conversion des titres. Et nous attendons. Nous attendons. Mais nous nous posons la question de savoir que ça sera trop tôt de lever les moratoires, parce que la levée du moratoire est considérée comme une stratégie du programme peine faible du ministère de l'Environnement. Et je crois que ça doit être 4e ou 5e axe de ces programmes-là, qui dit que à l'horizon 2020, à l'horizon 2020, la contribution du secteur forestier dans le PIB doit passer de 0,7, donc la situation actuelle, à 3%. À 3%, mais il est toujours moindre. Il est toujours moindre. Et qu'on doit juguler l'exploitation illégale de la situation actuelle à un taux donné, qui est un taux positif. On doit transformer 70% du bois congolais sur place. Ça, ce sont les raisons les raisons qui motivent le gouvernement congolais à lever les moratoires. Mais la société civile dit, mais oui, vous voulez lever les moratoires, mais vous n'êtes pas en mesure aujourd'hui de maîtriser l'exploitation illégale. Vous n'êtes pas en mesure aujourd'hui de faire pression aux entreprises pour qu'on puisse exploiter les concessions qui sont déjà attribuées. L'administration forestière aujourd'hui est un canard boité. Parce que, rappelez-vous, presque une grande partie du personnel du ministère de l'Environnement est en retraite, est déjà mis en retraite. Et qu'il faut déjà préparer la relève. Oui, c'est ça la question. Il faut préparer la relève. Il faut avoir des compétences. Il ne faudra pas aussi la préparer à la va-vite. C'est ça le problème. C'est toutes ces questions-là que nous nous posons. Vous voulez lever les moratoires, mais voici les préalables qui sont sur la table. Les préalables qui sont sur la table. Donc, tous ici, ces préalables-là ne sont pas encore réglés. Comment vous allez lever les moratoires? Vous savez, l'actualité forestière, tout ce qui se passe aujourd'hui, il ne se passe pas un jour que vous apprenez sans que vous appreniez qu'il y a, on a saisi une cargaison de bois là-bas Comment a été et que la justice congolaise se contredit avec le ministère de l'Environnement qui gère la forêt. Et toutes ces questions-là, nous retrouvons dans un... C'est contredit comment? À quel point? Vous avez un cas précis? Oui, mais je crois que c'est la presse qui nous informe aujourd'hui de une grande partie des activités de la coalition nationale contre l'exploitation illégale du bois. Vous parlez de l'affaire Talatine et Terco, c'est ça? Parce que nous savons qu'il y a Terco qui a marché sur les droits des Talatine, mais jusque-là, la justice congolaise n'avait pas encore conclu le dossier, si on peut comprendre ça comme ça. Effectivement, c'est là, la presse, vous dites que c'est Terco qui a marché sur les droits des Talatine, mais le ministère de l'Environnement a démontré... Oui, le ministère de l'Environnement a démontré clairement, sur base des rapports qui ont été établis par la direction de la gestion forestière, la DGF, et où le ministre de l'Environnement s'est appuyé lui-même. Il a écrit officiellement au procureur général de la République pour qu'on sache clairement que le bois que Terco aujourd'hui dit que c'est du bois qui lui appartient, c'est du bois qui vient de la concession de Talatina, où la Talatina est redevable, il est contribuable du gouvernement congolais, il paye des impôts et taxes parce qu'il a une concession forestière. Ça, c'est un cas d'école, un cas où aujourd'hui plus de 61 conteneurs se trouvent déjà à Matadi, avec des codes barres. Alors, comme nous avons abordé cette question, cette affaire, à quel niveau se situe le dossier présentement? Bon, je ne peux pas dire que je ne suis pas de la justice pour savoir là où le dossier se trouve. Vous êtes membre de la coalition? Oui, mais nous savons que le dossier se trouve aujourd'hui au parquet de Matadi, au parquet de Matadi, où les deux entreprises sont en train de se battre pour que la justice soit dite. Mais l'affaire est complexe et compliquée parce qu'on ne peut pas comprendre comment du bois qui vient du Bandoul, qui appartiendrait à Terco, change de propriété à chaque étape. Talatine a dit que c'est du bois qui lui appartient parce qu'on a extrait dans sa concession. Ça, c'est vrai.
Parce qu'il y a des cartes qui démontrent qu'on a extrait ce bois-là dans la constitution de Talatine. Mais les bois... Et c'était quelle essence? Oui, c'était du Wenge. C'est du Wenge. Et le bois quitte n'appartient plus à Talatine, c'est du bois de Terco. Le bois n'est plus de Terco, c'est du bois de Omimex. Il y a un problème de traçabilité, ce n'est plus du bois de Omimex, c'est du bois de NKT Service, qui va vendre à une entreprise chinoise mieux identifiée. Vous voyez que tout ça, nous, on interpelle l'opinion, on interpelle notre justice. La justice congolaise en matière forestière doit collaborer avec le ministère de l'Environnement. Parce que c'est le ministère de l'Environnement, aujourd'hui, qui connaît qui a la propriété de ces bois et qui appartient cette concession. Donc, cette question-là doit vraiment, pour moi, c'est une interpellation du ministère de la Justice et une interpellation du ministère de l'Environnement aussi. Parce que le bois se trouve à Matadi aujourd'hui. Le bois n'a pas un PV d'empotage. Il n'y a pas un certificat phytosanitaire. Et tous les documents qui permettent à ce qu'on puisse exporter les bois, il n'y en a pas. Et il y a une forte pression. Comment c'est arrivé là-bas? C'est ça la question. Je me pose comment le bois est parti d'ici avec des codes barres. Et les codes barres, qui les délivre? C'est toujours le ministère de l'Environnement, à travers ses services, à travers la DCVI. Alors, revenons au moratoire. Les concessions forestières à l'époque, comment étaient-elles gérées? Aujourd'hui, comment elles sont gérées? Et avec ce moratoire-là, qu'est-ce qui a changé, l'avant-moratoire et l'après-moratoire? Avant, c'était l'État, il y avait 3 étapes. Il y avait 3 étapes où un individu qui voulait avoir une concession forestière, on se basait sur le code de 1949. Le code de 1949, avec toute l'arsenal de réglementation qui était produit par la DIAF comme norme d'exploitation forestière, ce qui permettait à ce qu'on puisse mettre en place comme des mécanismes de disposition qui permettent à ce qu'une personne puisse obtenir une concession forestière. Ou un titre, pardon, s'il faut dire un titre. Il y avait 3 étapes où on passait par d'abord la requête, et la lettre d'intention et puis les garanties d'approvisionnement. Ce sont ces 3 étapes-là que l'entreprise, que la personne morale devait faire pour avoir un titre forestier. Donc les 2 titres, si vous regardez dans les 156, il n'y a que les garanties d'approvisionnement et les lettres d'intention. Ce sont les 2 là qui composaient les 156 titres forestiers. Maintenant, lorsqu'on a fait la règle légale, on s'est rendu compte que la façon dont ces gens-là ont obtenu ces titres-là, ils voulaient à tout prix avoir des titres pour spéculer sur le secteur forestier. Alors, et les gens savaient que si aujourd'hui j'ai mon titre, je pense que l'État ne pourra pas de même exproprier. Mais lorsqu'on a fait la revue légale, on s'est rendu compte que ces personnes-là avaient obtenu des titres de façon frauduleuse, pour ne pas dire... 25 ans durant. Oui, c'est qu'il y avait des gens qui avaient des titres, mais qui n'avaient pas la qualité des commerçants. Quelles sont ces qualités, quels sont ces critères aussi qui sont conditionnés pour obtenir au fait ces... Bon, si vous regardez seulement les critères de la revue légale, on exigeait que la personne... un registre des commerces. Oui, pour exploiter, non seulement avoir le registre de commerce, mais on doit mentionner dans le registre de commerce l'activité d'exploitation forestière. Activité commerciale. Oui, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas parce que vous avez un niveau de registre de commerce où on a mentionné vente des produits pharmaceutiques ou bien vente de ciment que vous devez vous retrouver dans le secteur forestier. Non. On devait nécessairement constater dans le registre de commerce qu'il y a l'activité forestière, l'activité exploitation forestière. Mais ce n'était pas suffisant. Vous avez les titres, vous devriez aussi prouver que vous avez payé, vous êtes en règle vis-à-vis de l'État depuis une période, depuis que vous avez les titres. Vous devez payer la taxe, la redevance forestière depuis toute la période. Ce sont toutes ces conditions-là, et bien d'autres, qui ont permis à ce qu'on puisse savoir que telle personne n'a pas été en règle vis-à-vis de l'État et qu'on doit invalider son titre. Et ce n'était pas un processus unilatéral. Il y avait l'administration forestière, il y avait les agents du ministère du Plan, il y avait même les agents du ministère de la Justice, il y avait la société civile et les communautés locales, les peuples autochtones
riverains des concessions forestières, des titres en question. C'était un processus qui était vraiment participatif, et la société civile. Mais les conclusions de cette revue légale a permis à ce que l'État congolais puisse décider sur qui devait avoir des titres et qui devait aussi suivre la conversion après qu'on puisse valider votre titre. Donc là, c'est pourquoi j'ai parlé des 65 titres en janvier 2009, et les 56 sont partis, plus les 16 qui avaient des recommandations particulières. Aujourd'hui, nous avons 81. Alors, le code forestier arrête 2 modes de gestion de notre forêt. Nous avons la conservation et l'exploitation forestière. Alors, aujourd'hui, le secteur forestier n'y contribue presque pas. S'il faut parler de cette contribution, elle est moindre, comme on a toujours dit, on insiste même dessus. Alors, si déjà dans l'exploitation forestière ça pose problème, pourquoi ne pas par exemple se pencher du côté conservation et essayer de maximiser et voir dans quelle mesure ramener quelque chose de consistant dans les caisses de l'État? Bon, je ne sais pas. Vous savez que l'État doit créer des richesses. Et on crée des richesses à travers l'impôt, à travers l'activité économique. L'activité économique en question, c'est, dans les secteurs forestiers, c'est l'exploitation forestière. C'est-à-dire qu'on doit avoir des opérateurs économiques dans les secteurs, des entreprises dignes de ce nom, des entreprises qui exploitent, et à travers cette exploitation, l'État lève les impôts et taxes qui lui permettent de faire face à ses besoins de développement économique du pays. Donc, mais le côté conservation aussi, c'est bien. C'est bien. Il y a des avantages aussi si on conserve aujourd'hui. Je crois que l'État congolais a pris des dispositions pour que... Donc il y a un problème aussi des politiques nationales qu'il faut par rapport à ce secteur-là. Oui, déjà, l'État congolais a pris l'engagement de consacrer 11%, on est parti de 11% d'abord, 11% du territoire congolais pour qu'il y ait des aires protégées, qu'on puisse ériger des aires protégées. On est parti de 11 à 17. Et aujourd'hui, l'État congolais poursuit cet objectif. Mais aussi, on ne peut pas empêcher à ce qu'il y ait des entreprises dans le secteur forestier qui exploitent des matières ligneuses pour les vendre et les créer des richesses. On ne peut pas empêcher. Ça, c'est aussi, ça fait partie de la politique du gouvernement congolais. Mais je crois que vous avez... Il fallait plutôt que je reprenne d'abord, je rentre dans la question précédente pour dire que si avant, les concessions ont été attribuées de gré à gré, lorsqu'on va lever les moratoires, ça ne sera plus le gré à gré, ça sera par le mode adjudication. Ça veut dire qu'on va dire, celui qui veut avoir une concession forestière, on doit compétir. On doit compétir, et c'est sur base des montants qu'on va fixer. À ce moment-là, cette personne-là va obtenir la concession parce qu'il a des moyens et il doit exploiter. Parce qu'on doit mettre fin à l'aventure d'aujourd'hui où les gens ont immobilisé des milliers et des milliers d'hectares de forêt sans qu'on puisse les exploiter. Et ça empêche toutes les personnes qui sont aujourd'hui intéressées à exploiter. Mais moi, je me pose aussi la question, pourquoi les 17 concessions qu'on a rendues à l'État, on pouvait les expérimenter pour donner aux entreprises, aux Chinois qui sont un peu par-ci par-là, qui veulent exploiter. Pourquoi on n'est pas expérimenté, donner ces concessions-là qui sont déjà rendues à l'État aux opérateurs qui veulent aujourd'hui, par exemple, exploiter? Monsieur Jean-Marie Bolika, nous vous disons merci, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter par rapport à notre entretien d'aujourd'hui. Non, moi je remercie Biwan pour m'avoir donné cette opportunité. Et moi je me dis que nous devons continuer à soutenir les efforts du gouvernement. Et nous devons continuer à dénoncer si ça ne va pas. Dans le cas, par exemple, de la faiblesse du contrôle forestier, nous devons toujours mettre la puce là-dessus pour que l'État puisse prendre ses responsabilités. Et l'État doit sanctionner, doit continuer à sanctionner les opérateurs qui continuent à faire l'exploitation illégale des bois, qui ne respectent pas la réglementation. Encore une fois, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de votre magazine consacré à l'environnement, un rendez-vous hebdomadaire. Prenez donc le temps de verdoyer encore une fois vos différentes chambres, vos différents salons, vos différents écrans, pourquoi pas, et nous nous retrouverons la semaine prochaine sur la même chaîne, à la même heure. D'ici là, portez-vous bien.